sais pas s'il y a un tout premier moment, mais en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que très tôt, je vis depuis enfant avec une forme de certitude, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas que de cela. Tu vois, c'est ce qu'on voit, le matériel, etc. C'est comme si depuis toujours, il y avait en moi une porosité entre divers mondes qui s'est installée. Et donc très, très rapidement, je me suis mis à modéliser la réalité comme une pièce dans laquelle on vit, et puis tu vois, on décore cette pièce, on change de tapisserie, on déplace les meubles, etc. Et puis on se raconte finalement, on fait la narration de notre existence comme ça. Et puis j'ai eu cette sensation que en grattant la tapisserie ou en arrachant la moquette, on pouvait découvrir des trappes. Donc j'ai grandi une grande partie du temps avec cette conviction ou cette intuition, plus qu'une conviction, et puis en même temps dans un monde qui m'appelait constamment à la rationalité, et surtout qui me disait que j'étais pas normal. Donc plus tard, j'ai appris beaucoup plus tard qu'il y avait des traits autistiques, qu'il y avait du HPI, que j'avais un TDAH, etc., etc., etc. À savoir, est-ce que ces choses-là, est-ce que ces biais-là étaient innés chez moi, ou est-ce qu'ils ont été conditionnés par un environnement que je qualifie, une éducation que je qualifie aujourd'hui de traumatique? Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être quand même peut-être que la vérité se situe entre les deux. Il y a un terrain fertile et en même temps, une éducation et une enfance un petit peu maltraitée fait que tu développes ce qu'on appelle des coping mécanismes, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais me construire en dehors de cette pièce tellement douloureuse pour faire face à la réalité. Et en fait, j'ai passé mon adolescence passionné par tout l'ésotérisme, mais sans jamais, si tu veux, avoir d'expérience concrète qui viendrait confirmer mon intuition de trappe. Et les expériences sont arrivées beaucoup plus tard, vers l'âge de 24-25 ans, avec les psychédéliques, qui en fait me montraient par l'expérience que mon intuition n'était pas qu'une intuition ou une narration survivaliste, mais au contraire qu'il était possible de vivre quelque chose de transcendant. Et je vais beaucoup parler de transcendant, de spiritualité, de mystique, qui sont en fait des expériences qui nous font sortir de la réalité consensuelle de manière extrêmement, extrêmement concrète. Et un peu plus tard, c'est arrivé avec les plantes, ce qu'on appelle les plantes maîtresses ou les plantes sacrées, que tu connais aussi, l'ayahuasca ou ce qu'on appelle les champignons magiques, ce qu'on appelle à tort des champignons hallucinogènes, et qui procurent des expériences transcendantes très concrètes. Mais avant ces expériences-là, tu as gardé ton intuition qui avait autre chose, Oui. sans avoir d'expérience. Tu as gardé cette intuition-là jusqu'à ta première expérience avec les plantes. Sans avoir d'expérience, je ne sais pas, mais c'était ce que je pourrais appeler des expériences liminales, c'est-à-dire vraiment une porosité entre deux réalités, mais puisque j'ai en moi, et tu le constateras au fil de notre échange, une tendance à toujours tout rationaliser, parce qu'il faut rester sérieux, tu comprends, etc. En fait, ça, c'est ce que je me raconte. Je vivais vraiment entre les deux, entre l'intuition profonde que quelque chose s'adresse à moi ou que je m'adresse à quelque chose de transcendant, sans vouloir vraiment placer, si tu veux, des concepts, sans vraiment vouloir parler, que sais-je, de Dieu, des esprits, des extraterrestres, ou peu importe ce que c'est. L'histoire et les traditions spirituelles témoignent toutes sans exception, de l'existence d'intelligence non humaine, que ce soit le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, le monde fongique, ou une dimension extraterrestre ou extradimensionnelle. C'est la transversalité de toutes les traditions spirituelles, c'est qu'il existe quelque chose. Et forcément, quand je vis mon enfance et mon adolescence avec cette intuition profonde, donne un marteau à quelqu'un, il verra des clous partout. C'est-à-dire que j'ai cherché les clous dans toutes mes lectures, et puis effectivement, je me rassurais en me disant, ben voilà, tu n'es pas fou, puisque ça fait 5000 ans qu'on en parle. Et, et voilà ce que je peux dire à ce sujet. Mais il y a quand même bien quelque chose qui a dû se passer pour le vivre au quotidien. Comment tu percevais le fait d'être entre deux, de voir une réalité, comme tu disais avant, d'être dans une pièce avec potentiellement des trappes, hein, et puis le, le reste, en fait, tout ce qui fait vivre ton intuition depuis ton enfance, hein. C'était pas tant voir que sentir, c'était vraiment l'appel d'un ailleurs. Et aujourd'hui, ma rationalité, qui me permet aussi de survivre,
dans ce monde-là, hein, me raconte en fait que l'enfance a été tellement maltraitée que cette volonté d'en sortir par, par des narrations, par des élucubrations, par des fantasmes ésotériques et spirituels, c'est aussi ce qui m'a permis de survivre. Sauf qu'avec l'âge et avec les pratiques comme la méditation, où il y a d'autres pratiques tout à fait légales, le tambour, la respiration holotropique, etc., il y en a des dizaines, m'a montré finalement que ce que je prenais pour des tentatives de narration survivaliste était finalement pas que ça. C'était bien réel et il y a effectivement la possibilité de contacter quelque chose. Je reste toujours prudent sur la nature de ce quelque chose. Moi, j'aime bien le mot antéogène, j'en parle toujours, hein, parce que antéogène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on reconnaît théo comme dans théologie, gène qui génère et en soi. Ce seraient des expériences ou des substances qui génèrent le sentiment du divin en soi, et divin au sens très large. On pourrait appeler du transcendant, on pourrait appeler ça des expériences mystiques, des expériences spirituelles. En tout cas, quelque chose qui fait, l'espace d'un instant, qu'on dézoome et qu'on sort du sentiment limité du soi. Hein, je suis Stéphane, tu es Dany, mais quand on dézoome un petit peu ça, quand on élargit le champ de conscience, quelque chose se passe et on se rend compte finalement, et c'est aussi ce que les traditions spirituelles nous racontent à travers un concept qui est l'immortalité, hein, on se rend compte que lors d'une expérience de mort imminente, lors d'une expérience psychédélique ou antéogène très très forte, on est bien plus que cela. Mais le fait d'être ça, le fait d'être Stéphane et Dany et d'être séparés est fondamentalement utile parce qu'on transporte la vie. Et à ce titre-là, je peux préserver mes intérêts et la vie en moi, et tu peux préserver les tiens. Et on fait société tout en préservant l'intérêt et tout en permettant aux vivants d'évoluer. Donc, il y a aussi quelque chose de fondamentalement constructif à ce que nous ne soyons pas tous en entrelacement et en enchevêtrement dans nos consciences, mais que nous soyons des individualités qui permettent à la vie de faire l'expérience d'elle-même. Hein. Donc, mais tout ça pour dire qu'il y a la possibilité de transcender cela et que, bah oui, mon chemin de vie a fait que j'ai découvert ces possibilités sur le tard et qui sont venues confirmer finalement mes intuitions d'enfant. Je reviens encore à ces intuitions une dernière fois. Après, je te lâche la grappe avec ça, promis. C'est que tu parlais justement de l'importance en fait d'être indépendants les uns des autres et pas tout le temps en permanence intriqués et entrelacés avec le reste du monde. Avec toutes ces intuitions en tant qu'enfant et adolescent, tu t'es pas senti vraiment limite à part et isolé du reste du monde? Pas limite, complètement. Complètement. Ma scolarité a été profondément teintée dans la masse par ce sentiment d'être fondamentalement différent. Je ne m'intéressais pas du tout aux mêmes choses que mes congénères. Hein. Voilà. Je vois que tu sais de quoi je parle. Mais je vois très bien de quoi tu parles, oui. Donc, totalement à part, et comment t'as... Je vais te dire le fond de ma pensée, Oui. c'est que je vois beaucoup de gamins, en fait, qui souffrent de ouf et qui s'accrochent à la vie avec ce qu'ils peuvent. Et que dans le meilleur des cas, on a la chance de vivre ce que toi et moi, on a pu vivre. Dans le moins pire des cas, on traverse l'adolescence avec les épaules tombantes et le regard croché au sol. Et dans le pire des cas, on quitte. Oui, bien sûr. On quitte, on part. Et j'en connais. En fait, ce que tu me dis là me parle de la dérive de la société telle qu'on la vit depuis une centaine d'années, qui est en fait une dérive matérialiste. C'est-à-dire qui consiste à dire il n'y a que ça. C'est matériel ou c'est pas matériel? C'est pas matériel, c'est des conneries. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ou pas? Parce que si c'est pas scientifiquement prouvé, c'est de la pseudo-science. Si c'est de la pseudo-science, c'est de la merde. Et donc il y a une confusion entre science, virgule, scientifiquement prouvé, et vérité. Si ce n'est pas passé par le filtre d'une certaine science, pas de la science est beaucoup plus large et beaucoup plus humble que ça. Et on vit dans un paradigme, et on vit une dérive depuis, allez, peut-être que c'est approximatif, depuis une centaine d'années, on vit une dérive qui est celle d'une science qui devient
matérialiste. La science est fondamentalement positive, on en a besoin, elle sauve des vies, elle permet des choses absolument extraordinaires, donc ce n'est pas du tout mon propos de critiquer la science. Une orientation matérialiste de la science, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte un paramètre fondamental de notre perception et conception de la réalité, qui est la conscience. C'est-à-dire quelque chose qui se situe au-delà de ce qui est mesurable et reproductible. Et donc, on a une dérive qui consiste à... et tout ça pour maintenir un ordre social. Et plus cet ordre social est vacillant, plus il est nécessaire de le comprimer. Et d'en établir des règles. Plus quelque chose avance vers l'entropie, plus c'est ce qu'on appelle l'énonciodromie, le principe de Jung, qui dit qu'en fait tout va vers son contraire et tout déploiement d'une force implique l'intervention d'une force opposée. Donc plus l'ordre social est vacillant, plus on avance vers un paradigme qui est constricteur et qui est contraignant. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, vu qu'on pourrait croire ou s'imaginer ou se raconter qu'il y a un éveil spirituel global, eh bien plus cet éveil spirituel, cet éveil de conscience pour ainsi dire, se fait, plus ça génère une forme d'ordre liberticide en face pour maintenir, si tu veux, un ordre social. Et donc, on vit, pour moi, une forme de distanciation volontaire et réfléchie des considérations spirituelles. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains pays, soit tu es religieux et tu adhères à une religion qui est respectée, soit tu es sectaire. L'entre-deux, qui est en fait une spiritualité individuelle, vécue subjectivement de manière autotélique, c'est-à-dire de manière autosuffisante, par le corps avec ses propres narrations, cet entre-deux n'existe pas. Donc, dans cette volonté de maintien d'ordre social, il y a, si tu veux, la stigmatisation et l'amalgamage, le fait d'amalgamer, si tu veux, spiritualité et dimension sectaire. Et si tu veux, la notion de dimension sectaire reste volontairement floue pour qu'on puisse l'élargir à beaucoup de considérations spirituelles. À titre d'exemple, la méditation est interdite à l'école en France. En fait, il y a même des travaux, des associations qui publient des travaux de recherche qui visent à dire que la méditation, dans certains cas, pour certains types de personnes, ça peut être dangereux. Donc en fait, quand tu as, on va dire, une tête bien faite et une manière de t'intégrer à la société qui est acceptable, vivre une expérience spirituelle qui va te faire questionner ton paradigme et questionner la société dans laquelle tu vis, et peut-être l'espace d'un moment perdre des repères, c'est quelque chose qui n'est absolument pas souhaitable. Or, quand tu changes de paradigme et tu sors de cette société matérialiste, de ce paradigme scientiste, qui n'est pas scientifique, qui est scientiste, on pourrait faire la nuance, tu sors de ce paradigme scientiste et matérialiste, tu rentres dans des considérations qui sont plus spirituelles, qui sont plus chamaniques. Chamanique n'est pas une insulte, c'est juste ce qu'on fait depuis 50 000 ans. Et quand tu rentres dans une dimension spirituelle, le fait de questionner ta réalité, le fait de voyager entre divers niveaux de réalité, le fait d'accéder à des expériences spirituelles, mystiques, transcendantes, des expériences de lien qui fait qu'on va se dire, tiens, toi aussi tu vis ça, est fondamentalement constitutif de la notion de santé. Et le fait de vivre une crise spirituelle, c'est-à-dire un moment où tu vas perdre tes repères parce que, j'en sais rien, tu es passé par la méditation, ou tu es passé par certaines plantes, ou tu es passé par certaines expériences chamaniques. Quand on observe ça, cette crise spirituelle, d'un point de vue justement spirituel ou chamanique, c'est quelque chose, c'est un passage obligé de tout être humain, de questionnement nécessaire de la réalité pour arriver à élargir son champ de conscience et à sortir un petit peu du carcan dans lequel on se met. Mais d'un point de vue purement sociétal et matérialiste, non, il ne faut surtout pas questionner. Donc si tu veux aujourd'hui, ce à quoi j'assiste personnellement, ma manière de voir la chose, c'est qu'on distancie l'humain de toute considération transcendante, de toute considération mystique, d'accès à quelque chose de plus grand. C'est tout de suite, c'est très rapidement, soit religieux, c'est pas top déjà religieux, soit sectaire. Mais l'expérience spirituelle, personnelle, profonde,
non, ça n'a pas trop sa place en fait dans le discours. Pourtant, aux États-Unis, tu as quelque chose qui s'appelle SBNR, qui est quasiment, qu'on pourrait appeler presque l'émergence d'une nouvelle pseudo-religion, pas une religion au sens institution dogmatique, mais une religion au sens d'un mouvement archaïque global, comme un sursaut de l'humanité, de renouer avec une dimension spirituelle. Et SBNR, c'est Spiritual but not religious. Il y a à peu près un tiers de la population aux États-Unis, et je ne dis pas du tout que les États-Unis c'est un modèle, je dis juste qu'il y a une émergence sociale, il y a un tiers de la population qui se déclare SBNR, Spiritual but not religious, je suis spirituel mais pas religieux. Et ça commence, si tu veux, à être reconnu et respecté comme une démarche personnelle. J'aime aussi parler de l'OMS, on en pense ce qu'on veut, ça reste une organisation qui a une vision relativement réductrice et nécessaire de la santé. Et l'OMS, et je n'en vante pas les mérites, je cite juste qu'elle a une définition officielle de la santé qui se base sur 3 piliers. La santé physique, la santé mentale, la santé sociale. Et ça fait 70 ans qu'elle bosse sur un 4e pilier qu'elle n'a toujours pas réussi à conceptualiser, c'est la santé spirituelle. Les études qui montrent qu'une pratique spirituelle, que des expériences spirituelles contribuent à la santé de l'individu sont extrêmement, extrêmement nombreuses et extrêmement concluantes. Aujourd'hui, ça fait consensus même dans les milieux les plus réductionnistes. La spiritualité contribue à la santé de l'individu et de la société. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 70 ans que l'OMS planche sur qu'est-ce que la spiritualité. Elle n'arrive pas à tomber d'accord pour établir ce 4e pilier de la santé, quand bien même elle reconnaît que c'est constitutif de la santé. Et je dirais presque heureusement, parce que voulons-nous confier la définition de la spiritualité à une institution planétaire? Par contre, ce qui est intéressant, pour éviter de se laisser également avoir par des dérives qui, pour le coup, sont vraiment sectaires, parce que ça existe aussi, les dérives sectaires. Ce que je critique, c'est la dénomination de dérive sectaire de quasiment toute forme de spiritualité et de transcendance. Et donc, ce qui est important dans ce que l'OMS fait, c'est qu'elle a réussi aujourd'hui à définir et non pas enfermer la notion de spiritualité dans cette notion de transcendance. Donc plutôt que de se raconter n'importe quoi et de se perdre dans des emprises ou dans des choses qui sont résolument sectaires, le transcendant, c'est est-ce qu'une expérience va pouvoir me faire accéder de manière concrète, subjective, formelle, phénoménologique, et non pas scientiste, à une dimension spirituelle qui me fait dire que quelque chose de plus grand que moi existe et va me donner un sens plus profond à ma vie et donc contribuer à un état de bien-être suffisant, supplémentaire. Est-ce que tu penses que c'est inévitable d'avoir ce genre de questionnement dans sa vie? Non, mais non, il y a des gens qui vont tout au bout de la falaise et qui sortent de cette expérience qu'est l'existence, cette expérience illusoire et transitoire qu'est notre existence, sans s'être posé aucune question et en étant en plus très heureux. Et c'est parfait. C'est tout ce qu'on demande. Oui, oui, oui. Et je crois que ce qui est important ici, c'est pas non plus d'imposer une expérience spirituelle aux gens, mais c'est de respecter ce que beaucoup de gens, aujourd'hui, de plus en plus de gens, sont en train de manifester à travers des narrations un peu New Age. J'essaye de suspendre mon jugement à l'endroit de tous ces concepts New Age. Les vies antérieures, les auras, les sorties de corps que j'ai vécues, les flammes jumelles, etc., etc. Et j'essaye de suspendre mon jugement, c'est dire, ok, les gens vivent ça et ont besoin de plaquer des mots et on arrive sur des narrations. Mais pour moi, ces narrations sont réductrices parce que plus on a de narrations, plus on va s'éviter de vivre les choses. L'éveil de Kundalini aussi, magnifique. Mais avant que ça s'appelle l'éveil de Kundalini, avant qu'on plaque quelque chose à cet endroit-là, c'est une expérience vécue dans la chair qui change toute la vie. La dérive, c'est qu'on va se laisser emporter par des concepts qui vont nous distancier de l'expérience même. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ces choses-là, avant d'être jetées à la poubelle, d'un côté, jetées à la poubelle en disant c'est du New Age, et avant d'être complètement adoptées et d'en faire des dérives sectaires, c'est est-ce qu'on peut suspendre son jugement et respecter
ce que les gens vivent avant de réprimer ou d'idolâtrer. Quelque chose de beaucoup plus inclusif. Et tout à l'heure, avant qu'on a commencé à filmer, on parlait de notion d'intégration. Et donc, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est-à-dire, on vit tous des expériences à la fois dans notre vie traumatiques, gravissimes, et des expériences que j'aime appeler inversement traumatiques, des expériences de guérison, des expériences correctrices, qui toutes deux nécessitent ce que j'appelle une intégration. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je vais faire du sens avec ce drame ou cette bénédiction qui me sont arrivés. Et dans un cas ou dans l'autre, on a, si tu veux, un paradigme qui vise à nous distancier de la nécessité profonde d'intégration, puisque l'intégration passe par la mise en lien et la mise en corrélation de mon expérience de vie et la tienne, et c'est là qu'on se sent relié. Et en fait, l'intégration, j'ai l'impression qu'elle perd de sa place dans la société. Si tu as des problèmes, parle-en de moins en moins. Et si tu as au contraire des expériences spirituelles et transcendantes, surtout n'en parle pas non plus parce qu'en fait c'est chelou. Et la notion d'intégration qui s'applique autant aux enfants qu'aux adultes, c'est en fait mais comment est-ce qu'on va libérer la parole à l'endroit des expériences traumatiques et des expériences que la psychologie appelle expériences exceptionnelles, qui prennent en compte la rencontre avec des défunts, la rencontre avec des êtres désincarnés, la rencontre avec les anges, etc., etc. Mais alors que, je suis quasiment sûr que c'est la même chose pour toi, c'est dès qu'on en parle, mais c'est waouh, mais toi aussi. Mais toi aussi, bien sûr. Mais, ah mais oui, mais raconte, mais c'est incroyable. Oui. On a l'impression que tout est fait pour réprimer, alors que dès qu'on en dit un tout petit morceau, ça fait des miracles entre les gens et ça ouvre quelque chose qui est juste énormissime. J'ai l'impression qu'on passe tous à côté d'une énorme porte. Non, non, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Non, non, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Non. Puis tu regardes par le trou de la serrure, là tu fais. Parce qu'il y a une forme de stigmatisation à cet endroit-là, qui est construite par ce qu'on pourrait appeler une ingénierie sociale, qui vise à tout rationaliser pour maintenir, à juste titre aussi, un ordre social. Mais je ne suis pas sûr que l'ordre social et la croissance sociale et le bien-être collectif ne passent que par la rationalisation. Je crois qu'on atteint une limite, et on le constate à travers tes médias ou à travers ma communauté ou plein d'autres communautés qui se construisent, c'est qu'il y a, et je parle souvent de ça, c'est un sursaut archaïque de l'espèce humaine qui, dans le mouvement qu'elle est en train de vivre, c'est-à-dire on court vers la falaise, on court vers un mur. J'aime bien, c'est Aurélien Barraud qui dit de temps en temps, la question n'est pas est-ce qu'on va toucher le mur ou pas, c'est à quelle vitesse on va le toucher. Et moi, je crois que réduire la température de la machine à laver ou passer de la voiture à essence à la voiture électrique, ça va moduler de quelques kilomètres heure la vitesse à laquelle on va toucher le mur. Et en fait, dans ce mouvement, certains diront fatal, moi je préfère dire un mouvement cathartique de percussion à pleine vitesse d'un mur civilisationnel, je crois que dans les derniers centimètres juste avant le mur, il y a un sursaut archaïque. Et en fait, ce sursaut archaïque collectif, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte en fait que l'émergence nous dit putain, on a raté un truc, quoi. Et le truc qu'on a raté, le truc qui émerge dans certaines communautés de nature un petit peu perchée ou spirituelle, c'est le lien à l'invisible, le lien à la nature, le lien à l'autre. Tout ce dont, finalement, une société qui est en train de mourir et qui essaye de sauver l'argenterie d'un paquebot qui coule, est en train de nous dire ben, non, c'est de la merde, en fait. Et non, en fait, c'est pas de la merde, c'est qu'en fait, si on prend cette direction dramatique, de fin de la civilisation, même les plus rationalistes nous expliquent que c'est bientôt la fin, si on prend cette direction, c'est qu'on a coupé le lien avec la nature. Et quand je dis la nature, c'est pas seulement les plantes et les forêts, mais c'est avec notre nature profonde d'être spirituel. C'était Teilhard de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant l'espace d'un instant, un court instant illusoire, une expérience humaine. » Et toutes les traditions spirituelles nous racontent la même chose, mais ça fait que 200 ans qu'on nous raconte l'inverse. Mais avant ces 200 ans, tu as des milliers d'années
de témoignages d'une réalité autre, transcendante, et qui nous disent, par exemple dans l'hindouisme, la maya, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de vivre, est un rêve, est une illusion, et qu'après ça, ça continue. Donc ça fait que 200 ans. Ben, je pense, oui, en fait, ce qui se passe pour comprendre un petit peu ce mouvement réductionniste et ce mouvement matérialiste, et cette dérive scientiste, qui n'est pas une dérive scientifique, mais scientiste, c'est que l'humanité, principalement l'Occident, la civilisation occidentale, a beaucoup souffert de quelque chose de terrible qui était le dogmatisme religieux. Au début, tout au début de l'humanité, tu as cette posture et cet ensemble de techniques qu'on appelle le chamanisme, qui consiste à se placer en tant qu'intermédiaire entre divers niveaux de réalité. Et plus les groupes sociaux grandissent, plus il faut de l'ordre pour maintenir la cohésion et, on va dire, une forme de rationalité de ces groupes pour la survie de l'espèce, plus on nous distancie de ces expériences. Et donc, en fait, les religions avaient une fonction de mise en lien aussi, mais aussi une fonction de maintien de l'ordre social à travers quoi? À travers un dogme narratif. Donc, du coup, ce que les religions ont commencé à faire à partir, si je ne dis pas de conneries, entre le Xe et le XIIe siècle, déjà à partir du IVe siècle, avec l'établissement d'une certaine forme de christianisme dogmatique, c'est de dire arrêtez de prendre des plantes qui vous permettent d'accéder directement au divin, nous on va vous expliquer. D'ailleurs, ça va passer par un prêtre. C'est plus vous. C'est un prêtre, lui, il a la ligne directe avec le patron, et d'ailleurs, ça tombe bien, on a fait un bouquin, tout est dans le bouquin. Sauf que si quelqu'un avait atteint l'éveil à travers un bouquin, ça se saurait. Hein. Donc l'éveil s'atteint, ou l'éveil, ou peu importe. Hein, l'éveil, c'est pareil, hein, on en parle dans toutes les traditions. Satori, Samadhi, Bodhi, Nirvana, Épiphanie. Hein. C'est une expérience directe. Une expérience directe qui se passe de toute forme de religion, de toute forme de dogme et de toute forme de narration. Et donc, pour reboucler avec ce que j'essaye de dire, c'est que depuis le IVe siècle, on a un shift, un drift de pratiques individuelles, spirituelles, à travers le chamanisme, qui provoque une expérience directe, intime, subjective, mystique, transcendantale, lumineuse, à l'établissement d'un discours collectif qui vise à nous distancier de l'expérience directe au profit d'une narration dogmatique. C'est-à-dire la vérité, c'est ça et pas autre chose. Et donc on a plusieurs siècles d'obscurantisme spirituel à travers des religions qui nous imposent une narration. Et ça a fait... Il n'y a rien sur Terre qui a fait plus de morts à travers l'histoire que le fanatisme religieux, qu'il soit chrétien ou autre. Et en fait, au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu une réponse adaptée à cela. C'est une forme de rationalité, c'est-à-dire on va arrêter les trucs avec Dieu et compagnie. Ce qui est important maintenant, c'est de rationaliser tout ça. Et c'est là qu'émerge, si tu veux, la méthode scientifique. Et c'est une juste réponse au pire fléau de l'humanité, selon moi, qui est le fanatisme et le dogmatisme religieux, qui vise déjà à distancier l'humain de son expérience spirituelle individuelle. Et donc on a une juste réponse adéquate, qui est, maintenant c'est la science. Et c'est super. On a, entre le XVIe et le XVIIe, la naissance d'un paradigme qui est la méthode scientifique, peut-être que c'est au XVIIIe, et qui vise nécessairement à juguler l'obscurantisme religieux pour arriver à plus de rationalité. Et c'est la juste réponse. Sauf que depuis ces 2 ou 3 siècles de science, on dérive vers l'autre extrémité du spectre. Hein, si tu veux, tu as un spectre qui va de la spiritualité extrême à travers un dogme religieux et l'antispiritualité extrême à travers un dogme scientiste. Qui en fait est que le serpent qui se mord la queue. Oui, d'un côté, on nous raconte depuis des siècles et des siècles à travers les religions institutionnalisées et dogmatiques qu'en fait c'est Dieu qui décide tout et puis Dieu veut ça, etc. Donc on est vraiment dans un obscurantisme spirituel. Et de l'autre côté, on a la juste réponse au milieu qui est la science et qui dit non, il faut rétablir une forme d'équilibre entre ce qui est rationnel, réel, mesurable, reproductible et ton expérience spirituelle qui est respectable. Et puis, arrivé au milieu, on dérive vers l'autre extrémité, c'est-à-dire non, tout ce qui est spirituel n'existe pas puisqu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le reproduire, ça n'est pas scientifique. Et donc là, on arrive à une dérive scientiste et matérialiste
j'ai un ami qui s'appelle Ansgar Rougemont, qui est un psychiatre, et puis ce serait cool qu'il passe sur cette chaîne, et donc lui, il appelle ça, mais ce n'est pas le premier qui a appelé ça comme ça, c'est la religion sans nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société est dirigée par une forme de religion qui ne dit pas son nom, mais qui va nous expliquer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et cette religion, c'est une certaine perception de la science. Ce n'est pas la science, c'est une certaine interprétation de la science où il y a confusion entre science et vérité, entre science et réalité. Et ça, ce n'est pas la démarche scientifique, ça, c'est une démarche scientiste et qui est colorée par un paradigme matérialiste. Quand tu étais enfant et adolescent, tu regardais pas la science. Non, je vivais. Et tu sais à quel point l'intuition, ça peut être fort. Elle t'emporte. On peut te dire ce que tu veux. Tu peux dire, je le sais à l'intérieur de moi, dans toutes mes cellules, là. Et tu penses pas que là, on est arrivé à un stade où il y a des gens qui ressentent toute cette spiritualité et Oui, ces barrières qui sont en train d'exploser entre la matière et ce que d'autres appellent l'invisible. On peut pas, rien, même pas la science peut aller contre ce mouvement-là. la science, c'est une très 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 bonne chose, utile. Hein. En fait, je ne crois pas que c'est la science qui va contre ce mouvement-là. Au contraire, une certaine approche de la science qu'on appelle post-matérialiste pourrait justement favoriser ce mouvement-là. Et donc il y a un endroit où la dimension spirituelle transcendante rencontre la science, c'est le paradigme post-matérialiste. Pour illustrer cela, pour juste articuler, un petit peu vulgariser l'articulation entre science matérialiste et post-matérialiste, la science matérialiste croit qu'en fait la conscience se situe dans le cerveau et que le cerveau est un ordinateur qui va émettre la conscience et nous donner cette perception de la réalité. Le paradigme post-matérialiste consiste à dire que non, l'orchestre qu'on entend dans la radio ne se situe pas dans la radio. Et la conscience, en fait, ne se situe pas dans le cerveau, mais le cerveau est davantage un filtre qui va filtrer ce grand Wi-Fi collectif que Jung appelait l'unus mundus ou l'inconscient collectif, que la physique quantique appelle le champ unifié, que Teilhard de Chardin appelait la noosphère et que toutes les traditions spirituelles ont nommé. Le cerveau est là pour filtrer et nous permettre une perception extrêmement restreinte de ce qu'on appelle la grande réalité ou la grande conscience, qui nous permet de faire cette expérience morcelée, nécessaire, intéressante, amusante pour certains, dramatique pour d'autres, de la réalité. Juste pour situer, le post-matérialisme n'est pas récent, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. C'est quelque chose qui date quand même du début du siècle dernier. Mais c'est comme la physique quantique, c'est pas quelque chose de nouveau. La physique quantique, ça a 90 ans. Sauf que dans notre compréhension de la réalité, déjà, quantique est devenu une insulte pour certaines personnes. Quand bien même, alors moi j'évite d'utiliser ce mot parce que j'y comprends rien. Et même Niels Bohr disait, quiconque prétend comprendre la physique quantique n'a rien compris, puisque lui-même n'y comprenait rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un paradigme qui résiste à la nature quantique de la réalité, alors que ça fait déjà 90 ans qu'on nous explique la dualité onde-particule, l'intrication quantique et des choses comme ça. Donc je ne veux pas trop m'étaler sur ce sujet auquel je ne comprends rien. Cependant, le post-matérialisme ou cette dimension quantique est en fait, à mon sens, le pont de rationalisation et de contact possible entre matière et esprit, entre cette rationalité qu'on vit au quotidien et la nature fondamentalement spirituelle de l'existence. Depuis le début qu'on échange, on a parlé vraiment de la séparation, de l'expérience qu'on peut vivre soit avec soi-même, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de tout le reste. Mais dans ton livre, dans un de tes ouvrages, tu parles aussi de l'expérience commune qu'on a dans l'invisible, qu'on appelle dans le milieu du centre, du côté, l'inconscient collectif. Oui. Est-ce que pour toi, comment dire ça sans donner mon avis? Donne-le. On va dans le bon sens. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu as pu remarquer ces dernières années à ce niveau-là?
Est-ce que les gens sont devenus plus perméables à ça? Non, en fait, Est-ce qu'on voit les résultats, en fait, les répercussions de ce que cet inconscient collectif dans le monde? Parce que c'est vrai que, suivant la paire de lunettes qu'on prend, on se dit que l'inconscient collectif, il doit être en une sacrée mauvaise posture, hein, vu ce qui se passe, hein. je suis pas sûr de bien répondre à ça. En fait, à l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui se manifeste tout le temps. Et je crois que ce qui est en train de se passer depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est que l'humain est réprimé par une certaine vision de la réalité, par un certain paradigme matérialiste. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Tu pousses à un endroit, ça ressort de l'autre, hein. De toute façon, tous les systèmes sont comme ça, hein. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle l'énantiodromie finalement, hein. Et qu'en fait, ce qui se manifeste dans une dimension collective, c'est un retour à la spiritualité. Et quelle est la réponse des institutions matérialistes qui essayent de sauver leur cul, nécessairement, parce qu'il y a aussi un ordre social à conserver, eh bien c'est, ah ben voilà, c'est de la dimension sectaire, évidemment. Hein, parce que ça vous raconte, ça vous parle de choses qui n'existent pas, etc. Cela dit, au-delà de toute dimension qu'on pourrait appeler sectaire, il y a une expérience personnelle, et quand plusieurs personnes se retrouvent, se découvrent autour d'une narration collective qui semble coller à l'expérience personnelle de chacun, qui semble dire « Ah mais on n'est pas fou, j'ai vu ça, ah toi aussi tu as vu ça », eh bien pour un certain ordre social qui souhaite maintenir nécessairement l'humanité dans une forme de rationalité, eh bien ça prend la forme de dérives sectaires, de mouvances New Age. Et effectivement, le New Age, on peut en dire plein de choses. Moi, je suis pas fan. Néanmoins, je vois ça comme la tentative de l'émergence d'un syncrétisme religieux qui ne doit pas dériver vers une forme de dogmatisme, mais qui pourrait, si tu veux, en tout cas, c'est une forme que prend l'inconscient collectif. Ça commence à prendre forme, hein, de toute façon. Euh, les articles sérieux sur cette mouvance qu'est le New Age sont très intéressants pour regarder ce phénomène depuis un angle plus rationnel. Et je crois qu'il s'agit c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'un sursaut collectif. Et ce collectif essaye de se rassembler autour de concepts, au lieu de se rassembler autour d'expériences intimes et personnelles. Et comme on nous sépare de la possibilité de nous mettre en lien autour de cette spiritualité, eh bien la seule manière qu'on va se mettre en lien, ça va être autour d'étiquettes New Age qu'on va placer sur des expériences transcendantes. Et plus on va placer d'étiquettes, plus on va les appeler par des noms étranges qui sont stigmatisés par les médias, plus on va se distancier de l'utilité d'aller les vivre vraiment. Hein. Ouais, d'essayer avant même d'avoir vécu la chose, d'essayer de lui coller une étiquette, puis de pouvoir l'expliquer, puis de pouvoir faire une conférence sur le sujet, alors que on a à peine mis l'orteil dedans. Mais est-ce que c'est pas justement une déformation du monde duquel on s'extirpe, hein? Ou alors qu'on essaie de faire muter? C'est un peu l'habitude qu'on a déjà dans le monde matérialiste, hein. Oui. Ça, c'est une étiquette. Je n'ai jamais touché, mais je sais que c'est ça, donc c'est comme ça. Exactement, ça nous parle d'une profonde insécurité face à ces choses-là. Je pense qu'on a tellement perdu le lien avec le transcendant que, en fait, ça va être sécurisant d'aller mettre des concepts pour pouvoir avancer dans le transcendant à travers des concepts, des idées, des petites boîtes, plutôt qu'à travers une expérience corporelle, claire, convocatrice et transcendante. On sait qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui. Comment toi, tu te sens en sécurité depuis ces années que tu navigues dans ce milieu-là? Tu la trouves où, ta sécurité? Alors, ce que j'appelle la co-régulation, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là. Je te parle de trucs et tu n'es pas en train de tomber de ta chaise. Et tu m'as parlé de trucs tout à l'heure et je dis mais oui, mais évidemment. Hein. Et par exemple, dans mes conférences,
Moi, je sens le feedback du public. Quand je parle de certaines choses, tu sens tout de suite si le public est hostile ou bien si au contraire, il y a une vraie détente collective des épaules. Les gens qui disent « Ah putain, merci, merci ». De parler de tout ça de manière qui n'est pas une manière complètement perchée ou complètement irrationnelle. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ces événements collectifs qui est en fait tout simplement du lien, c'est tout, sans aucune forme de religion, sans aucune forme de concept, sans aucune forme de dogme, sans aucune forme de règles. C'est juste ah, on est là, on vit la même chose, je suis avec des gens qui sont ouverts d'esprit et qui me reçoivent dans ce qui, toute mon enfance, ou dans ce qui, mon métier ou ma famille, est stigmatisé et qualifié de perchitude. On est juste là pour pouvoir partager le fait que, ah, toi aussi, tu penses qu'il y a plus que ça, que ces couches de béton qui nous séparent de la nature. Toi aussi, quand tu te promènes dans la nature, tu te rends compte que tout simplement, tu te sens mieux. Toi aussi, quand tu fermes les yeux et que tu regardes à l'intérieur, il y a un truc qui se passe sur lequel tu ne peux pas mettre de mots. Et en fait, c'est de ça dont on se distancie avec une stigmatisation médiatique de l'expérience spirituelle profonde. Et donc, pour tenter de répondre à ta question, la corrégulation, le lien avec l'autre, au-delà des concepts un petit peu perchés, mais juste dans la présence, dans la relation, déjà, ça, c'est ce qui me permet de trouver une forme de sécurité. Et ensuite, c'est la pratique, c'est-à-dire tourner son regard à l'intérieur. Allez, 20 minutes de méditation le matin, 20 minutes de méditation le soir, c'est ce qui a, en grande partie, changé ma vie. Et la méditation, c'est pas s'asseoir d'une certaine façon, c'est pas réciter telle chose, c'est pas écouter telle vidéo YouTube, c'est pas positionner ses mains comme ça, et c'est pas adhérer à une quelconque religion. C'est au-delà de toute forme de religion, de dogmatisme, de narration, de technique. C'est tout simplement, je ferme les yeux, je regarde, parfois même ne pas fermer les yeux, mais je regarde juste ce qui se passe. Pour certaines personnes, c'est qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe? Quand je fais rien, quand je pose mon téléphone, quand j'éteins mon téléphone, et quand j'observe juste la réalité telle qu'elle est, assez longtemps, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Mais des fois, tu as des larmes, des fois, tu as de la colère, des fois, tu as une angoisse profonde, des fois, tu as un ennui, et en fait, quand on fait ça, ça permet un petit peu de vider ce vase trop plein, ça nous permet de rencontrer nos émotions, d'avoir un rapport différent à soi, donc un rapport différent aux autres, et ça nous permet d'avoir un rapport différent et plus sain et plus posé à la réalité. Voilà ce que je crois, voilà où moi je trouve ma sécurité, mais je crois que le plus important, c'est dans le lien à l'autre et le lien à la nature. Puisque là, quand on est en train de discuter, alors bien sûr, c'est un exercice de discussion, donc on est beaucoup dans le mental, mais quelque chose se passe à l'endroit du cœur, à l'endroit du corps. Tout ça est très, finalement, moi j'aime bien dire que la réalité est très tantrique. Le tantra, c'est quoi? Bien au-delà de la sexualité, puisqu'aujourd'hui on est dans des pratiques néo-tantriques, c'est-à-dire on va se réunir dans des stages et puis on va faire de la sexualité sans génitalité, etc. Quelque chose d'intéressant est en train de se passer à cet endroit-là. Mais avant d'être ça, le tantra, c'est le mariage de l'énergie et de la conscience. Quand on discute et quand je te regarde dans les yeux, quelque chose se passe, mais si on ne pose pas notre conscience à cet endroit-là, on va continuer à se parler sans jamais se rencontrer. Et je crois que ce que moi j'aime appeler dans mon monde intérieur l'approche tantrique de la réalité, c'est on va poser la conscience sur cette énergie qui circule. Et cette énergie, ça n'a strictement rien de New Age. L'énergie, c'est mesuré. Donc il y a quelque chose, il y a des champs électriques. Notre cœur émet un champ électrique. Et puis là, on est tout simplement en relation. Et je crois que c'est ça dont on manque, c'est de poser la conscience sur ce qui est en train de circuler entre les gens quand nous sommes vraiment en lien à l'endroit du cœur. On est en ville, là, Oui, et bon, toi, je crois que tu habites aussi en ville. Strasbourg. Moi, j'habite à la campagne. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbe ici. Je vois que les gens ne se regardent pas, ils ne se perçoivent pas. Ils sont... J'ai quitté cette ville parce qu'un jour, j'ai vu une mamie se faire écraser dans les portes du tram et personne n'a bougé.
moi j'étais à l'autre bout du tram et, et je les voyais tous en train de vociférer intérieurement à dire mon tram va être en retard. En plus, on est à Genève, donc imagine les Vuitton, les Gucci, les Prada, les Dior, etc., etc., que je portais aussi. Hein. Fallait être intégré. Mais ça m'a choqué de voir ces gens vociférer intérieurement mon tram va être en retard, alors qu'une pauvre petite dame de presque 90 balais était en train de se faire écraser dans les ports du tram. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes, parce que je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo-là sont des gens qui se posent déjà des questions, qui ont déjà remarqué ça, qui ont déjà de la peine et qui ont même voire de la tristesse de voir cette séparation en ville entre les gens. Et pourtant, on a besoin de personnes qui rallument l'étincelle. Le gaz est là. Il manque juste une étincelle pour que les choses reprennent. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces étincelles qui peuvent aller en ville, faire une course ou même y habiter comme toi, et puis garder ce courage de regarder les gens dans les yeux, de les notifier, et puis d'arriver à voir et de remettre en place ce lien. Bah, ma réponse est très naïve. Je pense tout simplement que déjà, c'est par la circulation de certains médias, la mise en avant de certaines considérations spirituelles, la libération de la parole à l'endroit de nos expériences spirituelles. Et quand je parle de nos expériences spirituelles, je parle aussi de nos expériences traumatiques, c'est-à-dire une forme de déstigmatisation de qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Hein, on a évoqué ensemble la distanciation de la dimension spirituelle de l'existence, mais il y a aussi la distanciation de tout ce qu'on va pouvoir raconter sur la dimension traumatique de notre enfance. Or, je crois que tout se passe ici, et bien sûr, tout se passe dans les villes qui sont formées par, qui est finalement, je ne sais plus qui c'est qui disait, mais la ville, hein, le côté citadin, c'est l'établissement d'un trauma collectif. Puisque puisqu'en fait, on s'entasse sous des couches de béton qui nous distancient toujours plus de là où on vient. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Nous, en tant que, appelons ça la civilisation occidentale ou capitaliste ou consumériste, on nomme la nature. Il y a nous et il y a la nature. Hein. Alors que dans beaucoup de groupes ethniques ou indigènes, la nature ne se nomme pas. Il y a cela, il y a le vivant, et ils n'ont pas perdu le contact avec le transcendant et l'expérience transcendantale que procure le lien au vivant. J'ai deux petites questions en tête, quand même. Ton pseudo sur Insta, c'est par un curieux hasard, hein, que j'ai découvert vraiment, j'ai découvert hier, hein, je l'ai rencontré hier, et je vois que tu as aussi, ben voilà, une série de livres qui ont le même titre. Est-ce que les premières expériences de reconnexion à ça peuvent arriver par hasard? Est-ce qu'on peut réouvrir sa conscience juste comme ça, par hasard? Je ne sais pas, il faudrait définir le hasard. En fait, ces livres sont nés, le premier est né il y a 5 ans. Et j'ai du mal à répondre ou j'ai du mal à comprendre la question. J'aime bien ces phrases toutes faites, mais pourtant elles sonnent très... ce sont des lieux communs, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Terence McKenna appelait ça le grand attracteur à la fin des temps. C'est le hasard ou la curiosité envers ce qu'il y a de l'autre côté ne vient pas forcément de nous. Ce n'est pas nous qui sommes curieux de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est peut-être tout simplement l'autre côté, la dimension spirituelle de l'existence, qui appelle
à être contacté. Hein. L'intention n'est pas forcément du côté de l'humanité, elle est peut-être du côté du transcendant, qui appelle à se faire redécouvrir. Pour parler puisque tu parles de ces livres, moi j'avais il y a encore une dizaine d'années, j'avais une carrière d'infâme capitaliste, consumériste, avec tous les clichés du banquier privé. Et j'en garde certains vestiges, ou plutôt certaines séquelles. Et en fait, j'ai vécu un premier burn-out et la perte progressive de sens qui était engendrée par le fait de travailler toujours plus pour gagner toujours plus, pour dépenser toujours plus des choses dont je n'avais strictement pas besoin, qui me rendaient de toute façon de plus en plus attaché, lié et aliéné, à un moment fait que tu te dis non, c'est plus possible, je suis en train de construire mon cancer en travaillant pour une cause qui contribue à justement détruire l'humanité. Et donc, suite à des expériences, appelons-les chamaniques, transcendantales, qui ont été permises par les plantes sacrées, j'ai décidé de prendre une année sabbatique qui ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'est jamais arrêtée, cette année sabbatique. Et donc, je me suis mis à écrire. Et l'histoire derrière tout ça, c'est que j'ai naïvement posté ces écrits sur Facebook il y a 5 ou 6 ans. Et à l'époque où je le faisais, je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais je me disais, mais s'il y a 300 personnes un jour, si j'ai 300 abonnés, et que tous les matins, les gens se lèvent, il y a 300 personnes qui vont juste lire ce que moi je ramène de mes expériences de l'autre côté, c'est super, j'aurais fait ma goutte d'eau, j'aurais fait mon colibri, ma goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, ce qui s'est passé, peut-être c'est ce qui s'est passé pour toi aussi, le nombre d'abonnés a explosé, et aujourd'hui, ça donne une série de 5 livres sur mes expériences spirituelles qui s'appelle Par un curieux hasard, et puis des livres qui sont plus édités notamment par Très Daniel sur plutôt la dimension psychédélique et des plantes sacrées. C'est pas sympa d'avoir fait ça. J'ai la dernière petite question. D'avoir fait quoi? Mais regarde, mais moi c'est quelque chose qui me touche quand je vois mes abonnés me dire juste, mais waouh, tu m'as apporté ça, tu m'as apporté ça. Je dis, mais même si c'est une personne le matin, mais je suis juste super content. Mais bon, bref, ça, c'est pas le sujet. La petite dernière, j'appelle ça la question de trou du cul. Ah, tu sais, non, mais tu dirais quoi, toi, à cet enfant, cet adolescent qui avait cette intuition? Maintenant, à l'heure actuelle, si tu peux lui passer un message, tu lui passerais quoi comme message au petit Stéphane, là qui a accroché jusqu'à sa première expérience? J'hésite entre tu n'es pas seul et tu as raison. Tu vois, il y a un côté où cette enfance, enfin, ce qui a parsemé mon enfance, c'est le doute en fait sur ma légitimité à vivre ce que je vivais, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment taré? Parce que si aujourd'hui, effectivement, je croise énormément de gens qui viennent me raconter que ces expériences-là sont bien réelles, et fondamentales, et correctrices, et thérapeutiques, c'était pas du tout le cas dans mon enfance. J'étais entouré de gens qui m'expliquaient que en fait, t'es pas normal, quoi, et il faut vraiment que tu te remettes en question. Et bien donc le message que j'aurais envie de transmettre, c'est ouais, carrément, tu grattes au bon endroit la tapisserie et la moquette de ta pièce. Et donc, dans mon enfance, c'était une pièce fermée sans fenêtre. J'ai arraché la tapisserie, la moquette. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un grand appartement et que dans cet appartement, avec les traditions chamaniques, les plantes sacrées, j'ai découvert une véranda et que cette véranda, elle donne sur une forêt infinie. J'ai aujourd'hui la possibilité, et je suis de loin pas le seul, et c'est pas du tout un don, la possibilité d'aller me promener dans cette forêt en dehors de l'appartement conceptuel, idéologique et narratif que constitue ce que je crois être en tant qu'individualité. Et la forêt, elle est remplie d'animaux mystérieux et elle est féerique, quoi. Et tu sais que tu n'en as pas encore découvert le quart de la moitié. Exactement. Exactement. Canon. Merci infiniment.